demande. Je serai brève. Le sous-titrage est un acte linguistique, esthétique, poétique et politique, avec comme objectif paradoxal de s'afficher au premier plan tout en passant inaperçu. Le sous-titreur aspire à une reconnaissance qui émane de son invisibilité. Étudier le processus de sous-titrage, négociation entre la visée des sous-titres, leur adéquation vis-à-vis un texte source, qui est le film, et leur acceptabilité pour un public cible, permet de jeter un regard derrière le masque de sous-titreur avant que ces sous-titres ne fassent texte au sens de méchonique et qu'ils ne se fondent parmi tous ces auteurs morts depuis Barthes. Le sous-titre est au sous-titreur ce que le papillon est à la chenille. L'un n'existe pas sans l'effacement de l'autre. Une fois à l'écran, le sous-titre devient le miroir de son public, des sous-titres à la hauteur pour du cinéma d'auteur, des sous-titres en temps record pour la nouveauté de l'heure. Ce n'est que derrière le sous-titre que se révèle le sous-titreur. Donc, à travers cette typologie du sous-titreur, je vais vraiment tenter de montrer là, à quel point, à partir du fan-subber jusqu'au sous-titreur professionnel, à l'intérieur de ce spectre-là, il y a autant de types de sous-titreurs que de sous-titreurs eux-mêmes. Mais je vais tenter de montrer à quel point, selon la lecture populaire des sous-titres, le sous-titreur est de plus en plus visible lorsqu'il est intégré à des communautés de fans-subber organisées à l'intérieur de ces cultures populaires-là et à quel point, à l'inverse, le sous-titreur professionnel est invisible pour beaucoup de sphères du cinéma, incluant les études cinématographiques. Le fan-subber, vous aurez deviné que j'utilise la typologie des personnages de Donjons et Dragons. Donc, le fan-subber, c'est le témoin par excellence de la relation toxique qu'ont les milieux universitaires avec leur objet. Donc, c'est celui qui est le plus intéressant, qui est le plus connu, qui est celui qui est le plus probable d'être un objet d'étude selon les fan theories. Donc, par la bande, cette typologie du sous-titreur se veut une réflexion aussi épistémologique sur qu'est-ce que constitue les groupes assujettis à cette appropriation universitaire des cultures populaires. Donc, après, on a les sous-titres de Netflix qui ont été en grande partie crowdsourcés par des gens, des fans-subber, et aussi, Netflix a engagé massivement des sous-titreurs à des prix assez dérisoires. Donc, si on écoute Netflix, on peut voir qu'il y a beaucoup de sous-titres, d'incohérences dans les sous-titres, donc quand même assez visible. Aussi, c'est l'histoire d'un gars plein de bonnes intentions qui est l'ami d'un réalisateur, qui a une blonde bilingue qui sait faire des sous-titres. Puis c'est quand même un peu de sa faute si l'un des plus grands films d'horreur québécois, en plus d'être en anglais, est sous-titré pour la France. Hein? Donc, les sous-titres pourraient-ils être coupables aussi d'appropriation culturelle, donc évidemment tirés de Thanatomorphose d'Éric Falardeau. Donc, ici, un peu plus invisibles sont les sous-titres de la catégorie Closed Captioning de Pornhub, donc qui occupent une fonction essentielle d'aider les personnes sourdes et malentendantes à se masturber, disons-le franchement. Le True Neutral, qui est le sous-titrage codé, donc qui est encore visible parce que quand on est entendant, on n'en a pas besoin, on les voit, donc il n'est qu'invisible pour la population qui en a besoin. Et même là, beaucoup d'erreurs se glissent parce qu'il y a une automatisation du processus. Le karaoké aussi. Donc, le karaoké, il n'y a pas personne qui pense à la personne qui met les sous-titres sur le karaoké jusqu'à temps que ça n'aille pas d'allure. Que finalement, il y a une grosse erreur dans les sous-titres, puis c'est comme les hallucinations auditives qui ressortent ou les mauvaises compréhensions des paroles.
le réalisateur qui fait lui-même ses sous-titres. Lui, il a carte blanche, il écrit des dialogues, donc il fait des sous-titres, tout est permis. Et donc, on est de plus en plus vers l'invisibilité parce que il a le droit, il a le droit. Aussi, les sous-titres en traduction, les sous-titres à l'intérieur du bilinguisme institutionnel canadien, sont dans la catégorie assez invisible parce que on les remarque peu parce qu'ils se doivent d'être là dans un pays bilingue, mais on les remarque parce qu'on comprend souvent la langue d'origine, même les anglophones comprennent beaucoup le français au Canada. Tout bon sous-titreur professionnel qui se respecte demeure dans l'ombre de ses sous-titres. Son idiosyncrasie, c'est son expertise dans le maniement de la norme linguistique. C'est un paradoxe vivant. Plus il s'efface, plus il se distingue. Il orne le cinéma de mots qui se fondent dans le décor. De par son respect pour l'œuvre cinématographique et la réécriture qu'il lui juxtapose, le sous-titreur professionnel est le plus grand fan de cinéma qui soit. La visibilité d'un professionnel qui fait du bon travail dépend directement alors de sa communauté. Pourquoi donc est-ce que l'intérêt pour celui-ci dans les études cinématographiques est inversement proportionnel à sa popularité en études des cultures populaires, à la popularité du fan-subeur en études des cultures populaires? Merci.